Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. Ouverture des travaux de la 7e rencontre Afrique-Europe des huissiers de justice sous le haut patronage du président de la République. Cette rencontre réunit un large éventail de personnalités venues d'Afrique et d'Europe. Retour sur la rencontre consultative organisée à Alger avec des créateurs de contenu et des professionnels du secteur. L'objectif, donner un nouvel élan au numérique dans le pays. Les détails dans cette édition. Poursuite des travaux de la 80e Assemblée générale des Nations Unies à New York. La question palestinienne reste au centre des préoccupations internationales. Le ministre des Affaires étrangères a rappelé l'urgence d'une solution à deux États pour mettre fin à l'occupation et garantir la paix dans la région. Pendant ce temps, la bande de Gaza continue de subir un véritable déluge de feux sionistes. Nous irons à la fin de cette édition à Constantine où se déroule le 13e Festival international du Malouf. Retour sur une célébration riche en musique, patrimoine et expression artistique. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec l'ouverture des travaux de la 7e rencontre Afrique-Europe des huissiers de justice à Alger, sous le haut patronage du président de la République, Abdelmajid Tebboune, et présidée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boudjema. Cette rencontre réunit un large éventail de personnalités venues d'Afrique et d'Europe, aux côtés d'experts juridiques, d'universitaires et de représentants d'organismes judiciaires internationaux, pour discuter notamment des moyens de renforcer les relations entre les pays africains et européens dans le domaine de la justice. Et pour en parler, notre journaliste Bedia Amarni est sur place. Bedia, bonjour. Quels sont les principaux points à retenir en cette première partie de journée ? Oui, bonjour Yasmine. Comme tu viens de le dire, l'Algérie accueille aujourd'hui les 7e rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice. Plus de 180 participants étrangers qui représentent 33 pays des différents continents, ainsi que plus de 700 participants algériens sont présents à cet événement qui constitue une étape stratégique vers le renforcement de la coopération juridique internationale. Au cours de ces rencontres, les participants débattront entre autres de l'évolution du rôle de l'huissier de justice et de l'importance de la formation continue et de l'adaptation aux défis actuels. Voilà ce que j'ai à dire ce matin, Yasmine. Merci à vous, Bedia Amarni, pour tous ces détails. Donner un nouvel élan au numérique dans le pays, c'est l'objectif de la rencontre consultative organisée hier à Alger avec les créateurs de contenu et les acteurs du secteur. Une initiative pensée pour écouter leurs préoccupations et les accompagner à travers une formation adaptée pour élaborer une vision commune qui contribue au développement du paysage numérique en Algérie au service de l'intérêt du pays. Yannis Saïd Belkacem. Un créneau rentable et en plein essor, mais qui échappe à tout contrôle. La création de contenu sur les réseaux sociaux sera désormais encadrée et restructurée afin de réaliser l'équilibre du paysage médiatique numérisé. C'est d'ailleurs l'objectif de la rencontre consultative avec les créateurs de contenu organisée à Alger. C'était une belle opportunité de rencontrer des créateurs de contenu venus des 58 wilayas. Une initiative vraiment précieuse et constructive. Nous avons vraiment besoin de nous retrouver parce que nous partageons tous le même élan et la même volonté. Montrer la véritable image positive de notre pays et aussi combler certains manquements de culture générale chez les jeunes. Nous avons eu plusieurs moments d'échange, de dialogue et de concertation afin d'améliorer le domaine de la création de contenu en Algérie. Aujourd'hui, l'influence des créateurs n'est plus à démontrer. Le contenu qu'ils partagent impacte le comportement des individus dans la société, mais ils ont aussi une autre mission, une responsabilité envers la nation. Des ateliers pratiques ont été organisés pour aborder les dimensions juridiques et économiques de la création du contenu, avec la promesse de former, soutenir et valoriser les jeunes talents. Nous devons vraiment avancer ensemble. Les miracles n'existent pas. Il n'y a que par le travail qu'on pourra réussir. Vous êtes des jeunes, pleins d'énergie et de volonté. Vous réussirez à imposer votre présence dans le paysage numérique et conforter la place de l'Algérie dans cet espace numérique. تقدروا توصلوا إلى مستويات جدا متقدمة. كانت فيه عدد هائل من المسجلين
Je me réjouis du grand nombre de créateurs de contenu présents à cette rencontre, dont l'objectif est d'écouter leurs préoccupations et de les accompagner à travers une formation adaptée, tout en favorisant l'échange d'idées et d'expériences afin d'élaborer une vision commune, contribuant au développement du paysage numérique en Algérie. Le gouvernement veut mieux encadrer la création de contenu en élaborant des lois et en créant une autorité de régulation et surtout en maintenant un dialogue permanent avec les créateurs. Une nouvelle rencontre est déjà prévue avec pour objectif donner plus de place aux créateurs de contenu dans l'espace digital et placer l'Algérie au cœur de la révolution numérique mondiale. Le ministère de l'Éducation nationale porte à la connaissance des parents souhaitant introduire une demande de réintégration de leurs enfants dans les cycles de l'enseignement moyen, secondaire, général et technologique au titre de l'année scolaire 2025-2026 que l'opération débutera demain et se poursuivra jusqu'au 4 octobre prochain. Les demandes doivent être déposées exclusivement via la plateforme numérique du ministère de l'Éducation nationale en remplissant le formulaire disponible sur l'espace parents à l'adresse www.aulia.education.dz. Les résultats seront publiés le 8 octobre prochain à travers ce même espace en ligne ainsi que dans les établissements scolaires. Poursuite des travaux de la 80e Assemblée générale des Nations Unies à New York. Au programme de ce mercredi, des débats de haut niveau sur des questions mondiales urgentes, notamment la paix, le développement et les droits humains. La question palestinienne reste au centre des préoccupations internationales. Et toujours à New York et lors de sa participation à la réunion de haut niveau du Conseil de sécurité consacrée à la question palestinienne, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a réaffirmé le rôle central de l'Algérie dans la défense de cette cause. Il a rappelé que les tentatives de liquidation n'ont fait que renforcer sa légitimité, soulignant qu'aucune paix durable au Moyen-Orient ne peut se construire sans la solution à deux États et l'adhésion pleine et entière de la Palestine à l'ONU. Les détails avec Rina Lerari. Les tentatives de liquidation de l'État palestinien n'ont fait que renforcer sa légitimité, sa justesse et multiplier les reconnaissances diplomatiques. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf lors de la réunion de haut niveau du Conseil de sécurité sur la question palestinienne et la situation au Moyen-Orient. Ahmed Attaf, qui a plaidé pour l'adhésion de l'État palestinien en tant que membre à part entière de l'ONU, a appelé à ce que le Conseil prenne ses responsabilités. L'histoire de la région confirme que la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient ne sauront être réalisées sans que le Conseil de sécurité de l'ONU n'assume ses responsabilités. Le sort de la cause palestinienne, du peuple palestinien et de l'ensemble des pays et peuples de la région reste otage de la volonté de ce Conseil et de sa capacité à faire respecter ses résolutions et la légalité internationale. Ahmed Attaf a dans ce sillage affirmé que le Proche-Orient a subi ce qu'aucune autre région n'a subi à travers les décennies et les siècles qui se sont succédés. Il n'y a plus lieu de nier que ce que subit Gaza depuis près de 2 ans est une guerre génocidaire complète et à part entière. Après que la commission d'enquête de l'ONU l'a confirmé, il n'y a plus lieu de débattre du danger de la famine à Gaza après que notre organisation a confirmé et déclaré officiellement cette situation. De même, il n'y a plus lieu d'interpréter les plans de déplacement, de réoccupation et d'annexion de Gaza et de la Cisjordanie. Le ministre des Affaires étrangères a par ailleurs dénoncé l'escalade militaire sioniste ayant ciblé le Yémen, le Liban, la Syrie, l'Iran et le Qatar, avertissant que cette liste est appelée à s'allonger et à s'étendre vers d'autres pays de la région. L'occupant israélien ne cache plus ses desseins, puis encore, il les dévoile publiquement. L'occupant aspire tout d'abord à annihiler toute perspective pour l'établissement d'un État palestinien indépendant et souverain et à redéfinir les frontières de la région à sa guise et selon ses fantasmes et hallucinations, se laissant bercer par l'un de ses mythes les plus fallacieux, celui du grand Israël, visant à étendre son hégémonie absolue et à s'ériger comme le seul maître dans la région, agressant qui il veut, quand il veut et comme il veut, faisant fi du droit international et de la charte onusienne et des règles et usages internationaux. Pour Ahmed Attaf, les tragédies et les horreurs qui frappent aujourd'hui le Moyen-Orient nous obligent de remettre au débat la question de la paix et de la sécurité dans la région sur ses véritables fondements, qui n'acceptent ni fragmentation ni division. Une paix
qui passe en premier lieu par la résolution de la question palestinienne. Une cause que l'Algérie continue de porter haut et fort aux Nations Unies, convaincue que tant que l'occupation sioniste bénéficiera de l'impunité, la région restera instable et en proie aux guerres. Et dans l'enclave palestinienne, l'agression génocidaire sioniste s'intensifie. Près de 30 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont 20 dans un bombardement visant un marché qui abritait des déplacés. La politique de famine imposée par l'entité sioniste dans l'enclave a fait plus de 450 morts, parmi eux 150 enfants, tandis que des milliers de civils continuent d'être contraints au déplacement forcé. Salam Al-Awadi et Maïssa Lebouala. Au terme d'un périple éprouvant qui met à nu les mensonges de l'occupant sioniste concernant la soi-disant zone humanitaire, des milliers d'habitants de Gaza poursuivent leur exode vers le centre et le sud de la bande. L'espace que l'occupant présentait comme un refuge sûr s'avère en réalité un nouveau piège d'entassement et de souffrance. Les images satellites révélant que la zone affichée sur la carte comme couvrant 43 km² ne dépasse en vérité pas les 10 km². Nous n'avons rien trouvé de tout cela, aucune terre sûre, aucun endroit où nous installer. Les gens sont dans les rues, sans service, sans eau, sans aucune aide apportée ici. Dans le sud de la bande de Gaza, nous sommes littéralement abandonnés sur les routes. Les promesses de protection se transforment en scènes d'errance et de perte. Des milliers de familles fuyant les flammes de la guerre se retrouvent sans abri, sans camp et même sans un bout de terre où dresser une tente pour se protéger du froid ou de la chaleur. Abou Hassan, l'un des déplacés, marche depuis 12 jours avec sa famille composée de 7 membres à la recherche d'un lieu sûr, au point que ses pieds ont enflé sous l'effet de la longue distance. Je suis dans la rue, livré à moi-même. Je vais dans les endroits où les gens se regroupent, mais il n'y a pas de place. Je veux juste installer une tente pour m'abriter, rester et surtout protéger mes enfants et ma famille. Son épouse raconte de son côté la tragédie de ce qu'ils ont vécu. Un déplacement forcé, une vie sans toit, sans eau et sans nourriture. Je me suis effondrée dans la rue, j'ai rassemblé mes affaires et je leur ai dit « Gardez ces meubles pour les démunis. Moi, je repars à Gaza chez moi. Si je dois mourir, qu'il en soit ainsi. » Des familles entières dorment à même le sol, le ciel pour unique couverture, sans abri et sans sécurité. Elles ont fui Gaza sous les tirs des forces de l'occupation sioniste pour tenter d'échapper à un destin de plus en plus incertain. Et en soutien à la cause palestinienne, la flottille composée de 51 bateaux partis de Barcelone avec des militants venus de 45 pays affirme avoir été prise pour cible dans la nuit de mardi à mercredi par plusieurs drones, provoquant des explosions au large de la Grèce. Ces navires, porteurs d'espoir pour une population assiégée, avaient déjà été empêchés à 2 reprises, en juin et en juillet, par l'occupation sioniste de rejoindre l'enclave palestinienne. Au terme d'un périple éprouvant qui met à nu les mensonges de l'occupant sioniste concernant la soi-disant des milliers d'habitants de Gaza poursuivent leur exode vers le centre et le sud de la bande. Et le gouvernement espagnol a approuvé mardi un embargo total sur les armes visant l'entité sioniste dans le cadre d'un ensemble de mesures destinées à mettre un terme au génocide à Gaza, selon les termes du Premier ministre Pedro Sánchez. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a affirmé hier soir lors de sa participation à la réunion de haut niveau du Conseil de sécurité sur la question ukrainienne que l'Algérie accueille favorablement toutes les initiatives diplomatiques et démarches de bon office menées cette année et visant à instaurer le dialogue à la négociation, ajoutant que l'Algérie est aujourd'hui plus que jamais convaincue qu'il n'y a pas d'autre alternative que de poursuivre ces initiatives au service de la stabilité internationale. C'est dans ce cadre, a-t-il expliqué, que s'inscrit la démarche du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour engager des efforts de bon office entre les 2 parties au conflit sur la base des liens d'amitié historiques que l'Algérie entretient avec chacune d'elles. Il a souligné qu'il nous incombe à tous de travailler sans relâche afin de mettre fin à cette crise dans les plus brefs délais.
Et toujours à l'étranger, d'après de récents rapports de l'ONU, le Maroc est à l'origine de près de 70% de la production mondiale de résine de cannabis. Premier producteur de hashish, il demeure au cœur des exportations massives de drogue vers l'Europe. Une situation préoccupante puisque Rabat s'en sert pour peser sur la politique européenne et corrompre ses institutions. Meissa Le Boal. Derrière les cargaisons de cannabis en provenance du Maroc qui inondent l'Europe, c'est tout un système d'influence qui se dessine. Selon le site Sahraoui, la récente saisie de 3 tonnes de résine à Casablanca à destination de la Belgique illustre un réseau bien plus ambitieux qu'un simple trafic, mais plutôt un levier d'influence et un outil de corruption. La ville de Casablanca et ses alentours est inondée par la drogue, mais elle n'est pas la seule à souffrir de ce fléau. La ville de Mohammedia aussi, ainsi que d'autres villes. La drogue circule ouvertement et ne se cache même plus. D'après l'ONU, près de 70% de la résine de cannabis consommée dans le monde provient du Maroc. Les filières passant par l'Espagne et la Belgique, où le port d'Anvers est devenu l'épicentre de la contrebande. Derrière ce commerce, un système structuré décrit comme une machine criminelle qui ne se contente plus de profils financiers. Il financerait des réseaux parallèles d'influence capables de peser sur les décisions européennes. Le scandale du Morocco Gate au Parlement européen a déjà révélé des circuits de pots de vin et des valises d'argent liquide utilisés pour obtenir des soutiens politiques sur des dossiers sensibles comme la question du Sahara occidental ou les accords commerciaux. Dénonçant le silence complice des institutions européennes, le site d'information Sahraoui estime que l'Europe doit agir avec fermeté, revoir ses accords avec le Maroc, sanctionner les entreprises impliquées et exiger une transparence absolue des échanges commerciaux. Faute d'une réaction ferme, l'Europe risque de voir son avenir confisqué par l'argent de la drogue et de la corruption. Il lui appartient désormais de rompre le silence et de s'attaquer avec courage à ce problème. Revenant dans le pays, le 13e Festival culturel international du Malouf organisé à Constantine se poursuit dans une atmosphère alliant ferveur spirituelle et raffinement musical. Un moment marqué par la prestation de la diva Behjar Hal qui a su émouvoir le public. Amira Safta. Cette deuxième soirée du 13e Festival culturel international du Malouf a tenu toutes ses promesses. La soirée s'est ouverte sur la voix profonde de Behjar Hal qui a su transmettre toute la charge émotionnelle des Nouba classiques. L'ambassadrice de l'école Lasnaa a conquis le public par des chansons classiques et raffinées reflétant une tradition vivante servie par une voix à la fois puissante et sensible. Le public a été merveilleux, un public connaisseur qui m'a accompagné avec ferveur, applaudissant au rythme des percussions et reprenant en chœur les paroles des chansons dans un moment de communion intense. Cet héritage musical s'impose aujourd'hui comme un langage universel, porté par plusieurs artistes étrangères comme la chanteuse suédoise Mimi ou encore l'autrichienne Irène. Cette musique est universelle. Jouer avec l'orchestre m'a permis de découvrir toute la richesse et la profondeur du Malouf. Et j'ai beaucoup appris en partageant la scène avec eux. Nous avons assisté à une soirée musicale inoubliable, portée par l'énergie de l'artiste tunisienne Hind Zouari, accompagnée de musiciennes d'Autriche et de Suède qui ont adouci l'ambiance avec des extraits chantant la paix, l'amour et la patrie. C'est un héritage musical que l'on se doit de préserver. J'encourage les parents à inscrire leurs enfants dans les associations musicales pour leur offrir un apprentissage artistique enraciné à Constantine, mais ouvert sur le monde. On les encourage. Préserver le Malouf ne se limite pas seulement à la pratique. Il exige une véritable formation et un accompagnement continu. Encadrer les jeunes musiciens et leur offrir un espace d'apprentissage est nécessaire, afin de garantir que cet art ancestral préserve son authenticité. Beaucoup d'efforts sont fournis dans ce sens. Je suis honoré qu'on m'ait offert cet exemplaire du recueil Safinet El Malouf, école de Constantine, un immense trésor que je garderai précieusement. Le festival franchit cette année une nouvelle étape avec la création annoncée d'une académie du Malouf qui aura pour mission de former les jeunes générations, de documenter et de transmettre un répertoire séculaire. Bref,
une institution qui se veut un garant de la préservation et du rayonnement international de cet héritage musical unique. Et c'est sur ces images que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.